toutes et bonjour à tous. Oui, on nous amène une chaise. On nous apporte une chaise. Tenez, je vous donne un micro. Voilà, on va essayer de parler de la gouvernance mondiale au sens où, à la suite de tous les sujets qui ont été ouverts par Virginie Resson, on va essayer d'imaginer, si c'est possible, de voir ce que peut être une gouvernance mondiale, voir comment est-ce qu'on peut la construire en utilisant le bon sable pour faire le bon béton et faire des constructions aussi solides que cette salle magnifique. Je pense que toutes celles et ceux, comme on dit maintenant, qui payent des impôts locaux dans la région doivent être très fiers de cette belle salle. On va commencer avec vous, Ardavan Amir Arslani. Vous êtes avocat, vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont un essai qui est ici présenté dans l'accès à cette salle. Vous connaissez très bien les questions géopolitiques. Vous êtes iranien. Vous exercez en France et dans toute l'Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a une définition de ce que pourrait être la gouvernance mondiale? Merci pour la question. Bonjour à tous. Je pense malheureusement qu'il n'y a pas une définition unique pour parler de la gouvernance en tant que telle. Pour moi, pour qu'il y ait une gouvernance internationale, cela requiert 3 critères au préalable. D'abord et avant tout, la représentativité des gouvernants. Cette représentativité étant à l'origine et la cause même de leur légitimité. Et une fois qu'on a la représentativité et que l'on a la légitimité, encore faut-il que l'action de la gouvernance dans nos sociétés se transpose autour du concept de l'éthique. Malheureusement, aujourd'hui, à travers la planète, on constate que la notion de la représentativité de la démocratie souvent est une notion qui est l'apanage de l'Europe occidentale, du Japon, des États-Unis, et que l'immense majorité des pays qui siègent aujourd'hui, sont représentés à l'ONU, manquent de représentativité, et par voie de conséquence, de légitimité. Et in fine, la notion de l'éthique est absente. Donc, tout à l'heure, la notion du futur a été évoquée. Je pense que la gouvernance internationale est un terme qui reste encore à définir. Donc aujourd'hui, on n'a pas, selon vous, de définition de la gouvernance internationale. Charlotte Libaug, vous êtes la créatrice d'une ONG, d'une association qui s'appelle Afrique Grenier du Monde, AGM. Est-ce que vous avez une définition de ce qu'est la gouvernance mondiale ? Alors, c'est plutôt un think tank, donc dénommé effectivement Afrique Grenier du Monde, et dédié à la promotion de l'agrobusiness en Afrique subsaharienne. Je vais rejoindre en fait M. Amir Arslani, donc sur justement le fait que c'est assez délicat de parler de gouvernance mondiale, mais on va devoir de plus en plus parler justement de l'urgence et de la nécessité de pouvoir justement poser les bases d'un nouvel ordre mondial. Ça, il faut le dire clairement. Alors oui, oui, il faut le dire, qui pour ma part passe en fait par la création, du moins par l'éclosion en fait de synergies collaboratives entre divers acteurs. Voilà, donc on va venir sur les conditions nécessaires pour faire émerger une gouvernance. Qu'est-ce que c'est, selon vous, qu'une gouvernance mondiale? Pour moi, en fait, une gouvernance mondiale, c'est cette urgence et cette nécessité de pouvoir mettre ensemble donc, divers acteurs pour pouvoir tous ensemble aller vers la construction d'un monde meilleur. Avec une autorité supérieure? Pas forcément. Et ça marche comment? Qui, pour ma part, en fait, si on veut parler d'autorité supérieure, à ce moment-là, je dirais oui, mais à condition que ce soit la société civile. L'autorité supérieure de ceux qui sont en bas. Tout à fait. Je ne sais pas si géométriquement ça tient. Dites-nous quand même ce que c'est que AGM, puisque vous m'avez repris en disant non, c'est un think tank et non pas une organisation non gouvernementale. Quelle est la frontière d'ailleurs entre les deux? Dites-moi. La frontière entre les deux, c'est qu'on s'inscrit en fait dans une logique de création de richesse, alors que l'ONG en réalité prône plutôt donc cette logique d'assistanat contre laquelle on s'inscrit en faux. Alors la plateforme AGM est un instrument donc, qui a été mis en place par un collectif donc, de cadres donc, et d'entrepreneurs africains et non africains dans le but de promouvoir l'énorme potentiel que regorge l'Afrique aujourd'hui en ce qui concerne le domaine agricole et agroalimentaire. Pourquoi? Parce que nous sommes face à deux urgences. Nous sommes en présence d'un continent
africain, qui est le continent agricole par excellence, avec un potentiel justement largement inexploité en la matière. L'Afrique à elle seule, c'est quand même plus de 60% de terres arables. L'Afrique, c'est également un potentiel hydraulique qui reste largement inexploité, exploité aujourd'hui à hauteur, on va dire, de 10%, soyons gentils. Et potentiel hydraulique, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et l'Afrique, c'est enfin un potentiel humain largement inestimable, avec une croissance démographique sans précédent. Donc plus de 70% de la population jeune. Et pourtant, c'est une Afrique qui reste le seul continent dépendant de l'extérieur pour justement assurer sa sécurité alimentaire. C'est le seul continent au monde qui reste importateur net de denrées alimentaires. Oui. Voilà, donc il y a un réel souci. Et notre objectif, donc c'est ça que vous voulez renverser, cette logique-là, voilà, faire de l'Afrique un exportateur net. L'objectif est de pouvoir renouer avec une Afrique capable de se nourrir, donc capable de renouer avec sa sécurité alimentaire et capable également de représenter une réelle alternative pour le monde en ce qui concerne justement la donne alimentaire mondiale qui est aujourd'hui de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon de 2050. Merci beaucoup. Franck Renaudin, vous êtes le créateur, le patron de Entrepreneurs du Monde. Alors, j'ose à peine dire que c'est une ONG. Oui, c'est une ONG? Oui, c'est une ONG. Bon, dites-moi en quelques mots ce que c'est, et puis après vous me direz ce que c'est que la gouvernance mondiale, s'il y a une définition pour vous. Entrepreneurs du Monde, on est un incubateur de programmes de microfinance et d'accès à l'énergie dans les pays en développement pour donner un petit capital à des mères de famille qui veulent créer une activité et qui n'ont pas accès au capital auprès notamment des autres acteurs de la microfinance. Les acteurs de la microfinance dans tous les pays du monde aujourd'hui demandent des garanties matérielles, des cautions solidaires. On a développé une approche où on ne demande aucune forme de garantie aux mères de famille à qui on prête des petits crédits de 30, 50, 100 euros pour développer une activité économique. Et des programmes d'accès à l'énergie. Aujourd'hui, il y a 4 300 000 personnes chaque année qui meurent dans le monde d'inhalation de fumée nocive, et dont une grande majorité dans les pays en développement, notamment toutes ces femmes avec des enfants dans le dos qui cuisinent au bois et au charbon. Et donc, il est urgent de proposer des alternatives et des solutions de cuisson et d'éclairage différentes qui ont beaucoup moins d'effets nocifs sur l'environnement, sur la santé et qui sont plus abordables. D'accord, alors pour qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas une association de gens qui, comme Médecins du Monde par exemple, ou comme d'autres métiers qui réunissent des professions à l'Occident, pour faire simple, par exemple en France, pour Médecins du Monde et bien sûr ailleurs, pour les envoyer sur des théâtres d'opération, pour les envoyer dans les pays en voie de développement. Vous levez des capitaux pour créer de l'entrepreneuriat dans ces pays en développement, c'est ça? Oui, alors on lève des dons, des subventions, oui, pour créer des programmes qui ont vocation, et c'est important avec le thème de la journée, à devenir complètement autonomes, gérés par des équipes locales, gouvernés par des équipes locales. Voilà, on est un incubateur, donc il n'y a pas de label Entrepreneur du Monde dans les pays où on travaille. Au contraire, on veut que le nom Entrepreneur du Monde n'apparaisse pas dans nos pays d'action, mais qu'il y ait un nom qui parle aux populations locales qui émergent et qui soit le nom de l'opérateur local qui, lui, a vocation à devenir complètement pérenne. Pour lever de l'argent, il ne faut pas avoir un nom qui se voit? Alors, en Europe et en France notamment, on communique sur Entrepreneurs du Monde. Mais pas sur les théâtres d'opération. Mais localement, je tiens absolument à ce que le nom Entrepreneurs du Monde n'apparaisse pas. Donc il n'y a pas de voiture avec des logos, des autocollants Entrepreneurs du Monde. Au contraire. C'est quoi la gouvernance mondiale? Je n'en ai aucune idée. Non, j'ai pas de. C'est ce que je disais à Virginie quand elle m'a contacté. Moi, j'ai pas de définition de la gouvernance mondiale. J'ai une petite idée de ce que ça pourrait être idéalement. J'ai une idée de ce que c'est au quotidien sur chacun de nos programmes et de ce qu'on veut faire, notamment l'inclusion des personnes qui sont concernées dans la gouvernance locale de chaque programme qu'on met en œuvre. J'ai une idée de ce qui freine tout ça dans les pays où nous agissons, mais voilà. Donc, pour l'instant, pas de réponse. Génération, vous avez expliqué ce que vous voyez ou que vous ne voyez pas plutôt dans le futur, en tout cas tous les points d'interrogation qui existent. Je crois que vous n'avez pas eu le temps de présenter ce qu'était le LEPAC. Vous êtes la présidente du LEPAC. Le LEPAC, c'est le laboratoire d'études politiques, d'études prospectives et d'analyse cartographique. C'est donc un think tank aussi, de recherche appliquée en géopolitique et en prospective. On travaille pour différents types d'acteurs, collectivités territoriales, entreprises, et on est aussi, dans la part la plus visible, j'allais dire, de nos travaux, l'équipe qui est derrière l'émission Le Dessous des cartes depuis 26 ans, je crois, maintenant, voilà, qui fait les recherches en amont de cette émission pour donner un...
Très bonne émission. illustration. Et la définition de la gouvernance mondiale? J'en aurais plusieurs. Je ne sais pas si une définition, en tout cas pour l'instant, c'est déjà un ensemble de règles et d'institutions qui régissent un certain nombre de domaines. C'est en tout cas une acception assez commune. Simplement, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elle date en gros du milieu du XXe siècle. La plupart de ces institutions, là où les problématiques actuelles n'existaient pas ou étaient très effleurées à peine. Et donc, on peut constater qu'il y a quand même déjà un énorme décalage entre les institutions telles qu'elles existent et les réalités qu'il faut aujourd'hui aborder. On peut parler du climat, du terrorisme, des flux financiers, etc., etc. Donc si on vous entend, il n'y a pas une gouvernance mondiale, je ne sais pas s'il y en aura une un jour, mais il y a déjà des gouvernances mondiales sectorielles, c'est ça? Absolument. Des institutions internationales qui ont vocation à créer une forme de gouvernance, c'est ça? On va essayer d'avancer un petit peu. Le thème de cette table ronde, c'est gouvernance mondiale. Quel scénario possible à l'horizon 2030? Vous en voyez? Malheureusement, je vois des choses, mais ce que je vois n'est pas forcément de nature à m'inciter à l'optimisme. Le monde que l'on croise aujourd'hui est un monde qui ne va pas vers l'internationalisme, vers la gouvernance mondiale, justement. On constate en Europe, on l'a vu avec le Brexit, le retrait de l'Angleterre, on le voit avec les élections dans les pays de l'Europe de l'Est, en Hongrie notamment, on le voit partout au Moyen-Orient, on le voit aux États-Unis avec l'élection du président américain Donald Trump. C'est l'ère du retour des nationalismes, c'est l'ère du retour des frontières. Donc la notion d'une entité unique qui pourrait légiférer à l'échelle planétaire dans l'intérêt de tous est une notion qui est particulièrement éloignée du quotidien aujourd'hui, hélas. La Société des Nations n'a pas fonctionné, les Nations Unies sont critiquées aujourd'hui, mais cette notion de gouvernance demeure aujourd'hui encore une notion d'utopie. Tout à l'heure, Madame a parlé de l'Afrique, de l'espoir de l'Afrique de devenir de nouveau un pays exportateur de l'agriculture et de denrées alimentaires. Mais pour voir à quel point la notion de la gouvernance autour de 3 critères que j'ai mentionnés est importante, prenons 2 exemples africains justement. Un qui est dans l'actualité, le Zimbabwe. Le Zimbabwe, il y a 40 ans, lors de son indépendance, c'était un pays qui était le grenier de l'Afrique. Il a fallu, M. Mugabe, sur 40 ans, dépourvu de représentativité, donc de légitimité, et en oubliant totalement l'éthique, transformer le pays en le pays quasiment le plus pauvre de l'Afrique, un désastre économique obligé d'importer ses denrées alimentaires. L'Algérie, qui était également le breadbasket, le panier de nourriture de l'Afrique du Nord, qui, pour les mêmes raisons aujourd'hui, est obligé d'importer. Un exemple typique, on a vanté naguère l'orange de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie importe son jus d'orange de l'étranger. Donc on habite dans un monde aujourd'hui où l'émergence, l'irruption volcanique des nationalismes, l'irruption massive de la volonté identitaire, je suis français donc je ne suis pas italien, je suis français donc je ne suis pas allemand, font qu'on est en train de revenir à un mode de vie qui était quasiment oublié au XXe siècle, c'est-à-dire un mode de vie microcentré autour des identités. Et ce qui dit identité signifie exclusion de l'autre. Je pense donc, par votre conséquence, que le monde vers lequel on va, faute d'une prise de conscience majeure, rapidement, risque d'être un monde de conflit, hélas. Et donc il faut repenser ce scénario, en tout cas il faut essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des pistes pour essayer de construire une alternative à ce que vous démontrez? Les lois existent. Les lois existent. Prenons l'exemple de la France. La France est probablement le pays le plus légiféré au monde. Mais est-ce que les lois sont appliquées en matière déjà de droit pénal? On le sait bien que non. Il existe à l'échelle internationale tout un arsenal juridique en matière environnementale, en matière de protection du climat, en matière agricole, en matière normative des produits alimentaires. Est-ce qu'elles sont appliquées? Aujourd'hui, par exemple, chacun sait que l'huile de palme est dangereuse pour la santé. Tous les scientifiques semblent être d'accord autour de ce thème. On voit même des publicités à la télévision où on vend des produits en disant « existe aussi sans huile de palme » ou « produits sans huile de palme ». Malgré le fait, si vous voulez, que c'est un problème pour la santé, malgré le fait que la loi environnementale internationale peut interdire la commercialisation de la chose, surtout quand ça ne s'insère pas dans le cadre du développement durable, eh bien ce produit est commercialisé. Le problème n'est pas tellement dans le fait de légiférer, le problème est dans l'application de ce qui a d'ores et déjà été décidé, ce qui fait aujourd'hui également défaut.
Problème de législation et d'ordre économique mondial, ou en tout cas régional. Regardez ce qui s'est passé hier même sur le glyphosate. La question du glyphosate qui est très partagée, je sais qu'elle est très discutée entre ceux qui démontrent qu'il est probablement cancérogène et d'autres qui disent qu'il n'y a pas de danger avéré. On voit bien que deux pays proches, l'Allemagne et la France, ont voté radicalement différents et ont adopté une solution qui est une solution transitoire qui ne donne pas une direction claire pour ce sujet. C'est un problème de gestion des rapports économiques, des rapports de force économiques. C'est ça? Bien sûr. Il y a un adage américain qui dit que « might is right », le pouvoir a raison. Prenons l'exemple simple aujourd'hui de la taxation du tabac. En France, on considère qu'il suffit d'augmenter le coût, et donc la charge fiscale, pour combattre, si vous voulez, le tabagisme. Or, on oublie qu'il suffit de traverser la frontière pour aller en Belgique et en Allemagne pour pouvoir acheter les mêmes cigarettes moitié prix. À l'intérieur d'un marché commun, où justement le flux financier est libre et les frontières n'existent plus. Donc cette notion de gouvernance existe, mais elle n'est pas appliquée. Génération sur ce sujet. Il y a certainement aussi une question d'échelle de décision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut prendre les décisions, continuer de prendre les décisions forcément à l'échelle des États, par exemple, je pense que l'applicabilité restera très compliquée. Maintenant, rapprocher le niveau de décision des gens qui les appliquent, ça peut être une piste intéressante. Et je voulais citer un exemple que je trouve remarquable en termes d'évolution de réflexion sur la gouvernance. On pourrait en citer 15, ou même beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de choses, d'initiatives qui seront prises, mais un seul. Gouvernance horaire. Qui se passe à Stockholm, où pour faire face à l'encombrement et au niveau de pollution liée à l'automobile, à la circulation automobile, la municipalité a décidé de réagir et a proposé la mise en place d'une taxe à l'entrée des véhicules pour limiter donc la saturation de la circulation, enfin la saturation de la ville, mais a soumis cette proposition à référendum consultatif. Le référendum a eu lieu et là, il y a un peu plus de 50%, je crois que c'était 53 ou 54% de la population qui s'est opposée à cette mesure, qui a dit qu'il n'était pas d'accord. Mais une fois de plus, c'était refus de péage. Refus de péage, c'était consultatif. La municipalité décide de le mettre en place malgré tout en disant nous faisons un essai, on fait un test. Ça a duré quelques mois et du jour au lendemain, à partir du moment où la taxe a été mise en place, la circulation a diminué, fin des engorgements, fin des embouteillages et le niveau d'émissions de particules fines a diminué. Ça dure quelques mois, et puis, comme s'y était engagée la municipalité, ils arrêtent, et du jour au lendemain, à ce moment-là, retour des embouteillages, retour des émissions de particules fines, etc. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils refont un référendum en disant celui-là ne sera pas consultatif, c'est un vrai référendum dont la décision sera appliquée. Et là, vous avez une majorité de la population qui a dit bien sûr on veut la taxe parce que là ils ont vu l'application de la mesure. Et je pense que ça c'est aussi des pistes très intéressantes en matière de gouvernance à partir du moment où on accepte de décentraliser certaines décisions. Charlotte Libock, sur le plan de l'agroalimentaire ou de tout ce qui est ressources naturelles, les végétaux, les animaux, enfin tout ce qui se consomme et qui permet à la population de se nourrir, est-ce qu'il y a une gouvernance mondiale aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y en avoir une demain? Alors, disons que je pense qu'aujourd'hui, on a, c'est vrai, un état de fait qui est là. Gouvernance mondiale, à ce niveau-là, disons qu'il y a des règles qui ne sont pas toujours favorables, malheureusement, donc à certaines régions du monde, en l'occurrence l'Afrique. On a une libéralisation, si on prend effectivement ce secteur ô combien sensible, on a les règles de l'OMC qui prônent une libéralisation donc, des prix des denrées alimentaires, donc sur le marché international, y compris donc africain, sachant que en fait c'est une mesure, si je prends par exemple celle-là, qui handicape fortement non seulement donc nos économies, mais qui ne nous donne pas non plus la possibilité de réellement accéder même à une croissance économique réelle parce et durable. Parce que vous produisez trop cher. Pour nos États. Parce que justement nous produisons trop cher. C'est un et sujet, parce non? que ce qui vient de l'étranger est largement plus compétitif que les productions locales. Mais c'est un sujet. Oui, bien entendu. Mais disons c'est un sujet surtout dans des pays où le pouvoir d'achat est faible. C'est un sujet, mais comment faire dans ce cas-là pour répondre aux divers enjeux, notamment prenons l'enjeu de l'emploi des jeunes.
une Afrique qui est peuplée, comme je le disais tantôt, à hauteur de 70% par des jeunes. Je pense qu'on a tous vu ces derniers temps les images diffusées par CNN et d'autres médias, donc les fameuses crises migratoires, parlons-en. Et ben, ça découle de quoi? Ça découle également de cet état de fait. Si on ne donne pas à cette Afrique-là aujourd'hui la possibilité de pouvoir produire et de pouvoir commercialiser localement, donc ce qui est produit sur place, et ben, on va vers une... Le monde n'est pas assez fort, vers des catastrophes, vers des déséquilibres qu'on ne pourra pas gérer par la suite. Vous avez vu les chiffres rappelés par Virginie Resson tout à l'heure sur la croissance de la population et la décroissance forte de la pauvreté dans le monde. Cette pauvreté, elle recule parce qu'il y a mondialisation. Et là, vous me dites qu'il faut protéger les frontières. Pas du tout. Pas du tout. Compris, on ne s'inscrit pas du tout dans une protection. Il faut revoir les conditions, il faut revoir... prenons le cas de l'Europe, par exemple. L'Europe subventionne ses agriculteurs. En Afrique, ce n'est pas le cas. Il faut rééquilibrer les choses. Maintenant, il ne s'agit pas... la responsabilité est universelle. Les politiques africains auprès desquels on assure justement notre plaidoyer sont les premiers, justement, à devoir... sont les premiers responsables, on va le dire. On est face à un manque crucial de volonté politique. On est face à 30 ans de politique agricole inadaptée et inefficace en Afrique. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le choix. On est face à une urgence universelle. Là, je parlais de ces mouvements migratoires, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres enjeux derrière. Il y a le secteur privé, il y a le secteur agro-industriel africain qui souffre justement de cette réalité-là. Donc il ne s'agit pas d'abolir ou en tout cas de revoir dans leur intégralité les règles de l'OMC, mais il s'agit de rééquilibrer les choses, puisque nous, dans notre plaidoyer, je suis franco-camerounaise, donc je prône à la fois les intérêts de la France et de l'Afrique, et je suis pour des synergies collaboratives, je suis pour des partenariats gagnants-gagnants, et c'est tout l'objet de notre discours. Et c'est tout à fait possible. Il faudrait qu'on puisse regarder à ça plutôt que de rester en tout cas, de maintenir les choses telles quelles, qui malheureusement nous amènent vers des constats que celui que vient de nous faire en fait. Voilà. Mais je pense quand même qu'il faut rester optimiste parce que ce monde-là, on ne peut pas le léguer au petit prince. Voilà. Donc ce que vous dites, c'est que l'OMC devrait être un organe de gouvernance mondiale ou en tout cas de régulation davantage attentif aux problèmes de l'Afrique. C'est ça? En tout cas, de façon provisoire? Pas du tout. La responsabilité incombe d'abord aux Africains eux-mêmes. L'OMC n'interdit pas aux États, aux dirigeants africains de subventionner, par exemple, leurs agriculteurs. L'OMC n'interdit pas aux dirigeants africains, je suis désolée, hein, c'est la société civile, donc on est assez libre et on dit les choses. L'OMC n'interdit pas aux dirigeants africains de promouvoir l'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Voilà, donc il s'agit donc d'amener les uns et les autres à un éveil de la conscience, à une prise de conscience réelle. Donc c'est un sujet africain. C'est un sujet africain d'abord. Pardon, excusez-moi. C'est d'abord un sujet africain, mais c'est un sujet également qui implique le reste de la planète, parce que nous sommes aujourd'hui face à une autre urgence qui est celle de la donne alimentaire mondiale. Comment on fait pour nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050? On est aujourd'hui face à cette urgence-là, il va falloir trouver des solutions et il s'avère que cette Afrique-là est une solution, représente une réelle alternative. Donc c'est pour ça qu'il faut prôner effectivement ces partenariats gagnants-gagnants et ça marche, on a des cas concrets et réels, on travaille énormément avec le secteur privé, les divers patronats et notre action est beaucoup plus efficace à ce niveau-là qu'avec les politiques. Simplement, on a besoin du politique pour aller plus loin, bien entendu. C'est pour ça que je tape un petit peu sur les décideurs africains, mais pas trop parce qu'on a besoin d'eux, effectivement, pour avancer aussi. On a besoin voilà, d'eux. Tout à fait. Mais, même ceux dont on ne rêve pas. Pardon? Même ceux dont on ne rêve pas. Non, je pense que... Stani, cité tout à l'heure Mugabe, personne ne rêve d'avoir des gens comme ça, si. Il faut prôner en fait, comment dirais-je, le lien intergénérationnel, la transmission des valeurs, etc. Donc on a besoin d'eux. Mais je crois énormément, et c'est pour ça que je suis très optimiste à la fois pour l'Afrique et le reste du monde. Je crois en l'efficacité des nouvelles générations. Je crois également en l'efficacité de la femme en Afrique qui n'a
pas eu, en tout cas ces dernières années, la possibilité de réellement être une véritable actrice du développement. Et c'est un sujet qui revient aujourd'hui sur la table des divers décideurs politiques, des diverses institutions. Et je pense qu'en développant le leadership féminin, on pourra s'offrir une solution. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à saluer justement l'action menée par Entrepreneurs du Monde. Eh bien voilà, je vais lui passer la parole à Franck Renaudin. On a parlé d'une tentative d'expliquer ce que pourrait être la gouvernance mondiale sur le plan agroalimentaire, en tout cas pour nourrir la planète. Vous avez des expériences de réaction mondiale à des événements d'ampleur mondiale. Et vous avez vu à la fois que ça marchait, mais que ça pouvait après dérégler le système. Oui, alors je partage tout à fait, Charlotte, votre optimisme. Je suis aussi de nature optimiste. Et je crois qu'on peut... Et donc vous allez nous parler de choses qui ne marchent pas. Alors, je vais d'abord vous parler de choses qui ne marchent pas, mais en mettant le point sur ce qui, de mon point de vue, contribue à ce dérèglement. Il se trouve qu'on est très actif en Haïti, donc quand il y a un séisme de l'ampleur du séisme du 12 janvier 2010, en Haïti, évidemment, ça met tout par terre et voilà, il faut tout reconstruire. À partir de là arrivent les donateurs internationaux, les bailleurs de fonds, les agences internationales. Et ce sont des petits détails concrets, mais les premières réunions ont lieu près de l'aéroport, dans des préfabriqués tenus par les Nations Unies. Et là, c'est une réaction de la gouvernance mondiale, ou en tout cas de la prise de conscience mondiale au travers d'outils mondiaux qui dépêchent des premiers secours sur place. Hein. Donc là, extrêmement positive au niveau de l'intention, mais dans les faits, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, c'est une base des Nations Unies. Donc, on demande à l'entrée de la base les pièces d'identité des gens qui viennent. Or, il y a 20-30% des gens de Port-au-Prince qui ont tout perdu, y compris leur papier d'identité dans leur maison, à cause du séisme. Et évidemment, donc on voit des tas d'Haïtiens, directeurs d'ONG, acteurs de la société civile qui arrivent là et qui sont complètement refoulés parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Et quand on arrive, on a la chance d'avoir une pièce d'identité et d'entrer à l'intérieur. Les réunions ont lieu en anglais et en français. Tout ce qui est dit en français est traduit avec un interprète parce qu'il y a dans la pièce beaucoup d'anglophones, notamment d'américains. Tout ce qui est dit en anglais, n'est pas traduit. C'est quand même très caricatural de ce qui se passe aujourd'hui. Au-delà de ça, ces mêmes agences internationales, moi, dans les 3 ans qui ont suivi le séisme, j'ai croisé 3 personnes qui gagnaient plus de $20 000 par mois, envoyées par une agence internationale dans le cadre de la reconstruction de Haïti. Comment peut-on colporter ce genre de système où les personnes qu'on va envoyer reconstruire avec des bonnes idées viennent d'Occident, avec des niveaux de rémunération complètement indécents, et avec pour conséquence que le prix de l'immobilier dans une ville comme Port-au-Prince, où il y a déjà beaucoup moins d'offres du fait du séisme, explose complètement. Donc la classe moyenne haïtienne n'a plus du tout les moyens de vivre au cœur de Port-au-Prince et doit aller à 1 heure, 2 heures du centre-ville. Et vous n'avez plus les moyens, vous n'êtes plus à l'échelle de ce que sont ces organismes internationaux, vous n'avez plus les moyens de suivre, c'est ça ? Eh bien aujourd'hui, les autres conséquences, aujourd'hui, c'est du concret, ça date de la semaine dernière. On a un poste à pourvoir pour un programme qui emploie 100 personnes en Haïti, un très beau programme de microfinance. On cherche le directeur, on passe une annonce. Toutes les candidatures qu'on reçoit, parmi les meilleures, les candidatures qu'on retient, la prétention salariale est à $5 000 minimum, pour la plus basse. $5 000, ça ne passe pas avec le modèle économique de notre programme, ça n'est pas cohérent avec le niveau de vie du pays, c'est complètement incohérent, et tout ça est quand même, au départ, amené par la bonne intention d'agences internationales qui veulent faire du bien, mais qui derrière dérèglent complètement le contexte local. Et voilà, et donc un moyen d'action, je pense, c'est de... Donc dans le temps, une très bonne réaction d'une forme de gouvernance de premier secours, si j'ose dire. Complètement. Et puis après, un dérèglement de ce système-là qui applique des règles, entre guillemets, occidentales sur des territoires de très grande pauvreté, c'est ça ? Mais complètement, avec un décalage par rapport quand même de beaucoup de ces acteurs qui débarquent dans ces pays pour la première fois, qui ne parlent pas créole, qui sont incapables de communiquer avec la population, qui ne peuvent se déplacer qu'en 4x4 avec les vitres fermées dans les quartiers. Comment entrer en contact et comprendre le besoin des populations dans ces cas-là ? Enfin voilà, et tout ça perdure. Et je pense qu'il faut commencer par changer
aussi toutes ces façons de faire si on veut demain, en 2030, après-demain, avoir quelque chose qui fonctionne. Mais on peut encore le faire. Merci beaucoup. Ardavan, Amir Aslani, est-ce que les entreprises, vous connaissez bien les entreprises, vous travaillez avec beaucoup d'entre elles, vous connaissez bien leur action internationale, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Un rôle fondamental, bien sûr, parce que tout ce que l'on vient d'entendre traduit une réalité, celle qui consiste à dire que nous vivons dans un monde interactif. Ce qui se passe en Amérique a un impact sur Haïti. La décision récente du président américain d'expulser les 50 à 75 000 Haïtiens qui avaient trouvé refuge sur le territoire américain à l'issue de ce séisme est un exemple. Les entreprises ont un rôle à jouer. Sauf que nous sommes aujourd'hui devant un problème fondamental, qui est la notion de l'éthique que j'ai mentionnée, qui fait défaut dans la démarche des entreprises. Le développement durable est une notion bien agréable à aborder, mais dans la pratique, on le voit systématiquement avec les Panama Papers dernièrement. Le motif et la motivation principale des entreprises pour aller à la rencontre de l'autre à l'étranger n'est pas d'effectuer un transfert de technologie, n'est pas d'apporter leur savoir-faire, consiste tout simplement à utiliser, voire même à exploiter la main-d'œuvre bon marché localement disponible afin d'émarger des profits toujours plus importants. Le livre de Closet il y a quelques décennies, Toujours plus, trouve tout son sens ici. Donc, effectivement, il est absolument indispensable que les entreprises comprennent que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est lié. On parlait de problèmes alimentaires de l'Afrique, 9 milliards de personnes dans quelques années. Ça va entraîner une immigration vers l'Europe si les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Et on peut le comprendre. Si j'avais faim, ma famille a faim, en Afrique, eh bien, j'ai naturellement tendance à aller vers là où je peux trouver de la nourriture. Donc le problème des Africains devient notre problème à nous. Par voie de conséquence, les entreprises qui sont un vecteur, si vous voulez, de propagation de la philosophie qu'elle essaie d'évoquer ici, au niveau de l'interconnectivité, de la dimension internationale des uns et des autres, avec les pouvoirs financiers dont ils disposent. Un exemple, Apple a un cash disponible plus que l'ensemble des pays arabes du Moyen-Orient, à l'exception de l'Arabie saoudite. Trésorerie disponible pour effectuer des investissements. La capitalisation boursière de Microsoft est plus importante, si vous voulez, que le produit national brut des 50 pays les plus pauvres. Et quand nous sommes devant de telles différences de niveau, de telles différences également de centre d'intérêt par rapport à ce qui est important, on ne peut aller vers la compréhension de l'autre. Et par votre conséquence, les problèmes de l'autre deviendront tôt ou tard les nôtres. Merci beaucoup, Charlotte Libaud. Que peuvent vous apporter les entreprises? Alors, je suis d'abord entrepreneur. Donc, l'entreprise joue un rôle crucial, un rôle clé justement, donc pour la construction d'un monde meilleur. Je voudrais revenir sur les propos de notre interlocuteur. Voilà, donc il a dit quelque chose de capital, quelque chose qui devrait être réellement plusieurs choses capitales. Mais je voudrais insister sur justement notre actualité. Donc il a dit quelque chose de vraiment crucial. Ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, nous implique tous. Donc, en termes d'équilibre, en termes d'enjeux. Donc, ces images qu'on a vues, je reviens là-dessus. Donc, ces crises migratoires qui iront crescendo si on ne fait rien. Et ben, malheureusement, concrètement, en tout cas en Afrique, on ne peut pas espérer grand-chose des politiques. Ça, il faut le dire clairement. On n'a pas de volonté politique clair et net pour pouvoir résoudre ces questions-là. Donc le secteur privé a un rôle crucial à jouer. Pour autant qu'il soit séparé du monde politique. Peut-être que c'est le secteur privé qui montrera la voie justement à nos politiques. Voilà, on a un problème de formation de nos dirigeants en ce qui concerne justement la problématique agroalimentaire. Ça, c'est connu de tous, c'est très souvent donc signalé par un certain nombre de dirigeants. Et donc, le secteur privé,
toujours avec la notion de création de richesse pour pouvoir, du moins peut représenter une alternative pour guider le politique justement sur la promotion donc, du secteur agricole et agroalimentaire comme outil clé pour justement une véritable émergence, pour une véritable création de richesse, pour une véritable aspiration à une croissance réelle, inclusive et durable. Donc il s'avère que justement pour aller, du moins pour... L'un des exemples donc, de ce que je viens de vous dire, c'est l'organisation il y a quelques semaines, donc par la plateforme Afrique Grenée du Monde, d'un forum agro-digital. Donc ça, c'est une action qui s'est fait donc, le 31 octobre donc, au Bénin. Donc c'est un événement sous-régional et qui nous a permis justement de travailler, du moins en tout cas d'engendrer une synergie collaborative entre le secteur privé, porté par le secteur privé, avec l'implication donc du politique. Et là on a vu justement donc des dirigeants, mais totalement impliqués dans l'action qui était menée justement par la plateforme. On a vu des jeunes complètement, on va dire motivés, donc par la présentation d'une agriculture beaucoup plus attractive, donc par le biais de l'apport du numérique, etc. Donc ça veut dire que c'est possible de mettre ensemble la paysannerie, la société civile, le secteur privé et le politique et de bâtir. Et ça, pas simplement au niveau national, sous-régional, mais également au niveau international. Et ça, c'est ce que nous attelons à faire au quotidien. Vous avez beaucoup parlé de l'immigration Afrique-Europe. Dans tous ces sujets agroalimentaires, grenier alimentaire de l'Afrique, exploitation au sens économique du terme des ressources africaines, est-ce que vous attendez plus de l'Europe ou est-ce que vous attendez plus de la Chine ? Oh, quelle question excellente. Alors, merci beaucoup, je trouve aussi. Oui. elle est vraiment excellente. Alors, la Chine, pour ma part, je ne peux pas dire. Je voudrais tout simplement croire en fait à une remobilisation de l'Europe. La Chine a compris l'impact et l'enjeu justement d'investir en Afrique et de le faire avec les Africains, de le faire avec. Mais personnellement, je crois très sincèrement que l'Europe peut rattraper son retard. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on essaie de bâtir des partenariats, toujours au niveau du secteur privé, d'abord au niveau du secteur privé avec les uns et les autres. Mais je crois que, en tout cas, il n'est pas tard. J'ose espérer, et j'espère énormément justement sur ce changement intergénérationnel et ce changement donc de génération. Enfin, avoir une nouvelle classe dirigeante permet d'aspirer à un nouvel état d'esprit. Voilà, un nouvel état d'esprit, donc l'aspiration également à la construction d'un monde meilleur. On le voit aujourd'hui en France, on le voit dans d'autres pays donc européens, et j'ose espérer que l'Afrique puisse suivre et qu'ensemble on puisse aller plus loin. Virginie Resson, le rôle des entreprises ? Il est absolument fondamental et moi je suis moins pessimiste que vous, même si on a plein d'exemples où effectivement il y a ce qui soulève un problème d'éthique absolument majeur. Et en même temps, pour intervenir régulièrement dans des entreprises, je suis assez frappée aujourd'hui par le niveau d'innovation et la prise de conscience de l'urgence, j'allais dire, de collaboration et de gestion des ressources. Tout simplement parce que, à l'intérêt bien compris, bien sûr, si dans 20 ans il n'y a plus de ressources, on ne pourra pas les exploiter. Donc de toute façon, c'est même pas de la philanthropie ou quoi que ce soit, c'est un principe de réalité. Et à ce titre-là, je pense que les entreprises sont non seulement décisives, parce qu'elles ont des moyens qu'on ne trouve plus forcément déjà dans les budgets publics, des moyens d'innovation, une réactivité beaucoup plus grande, puisqu'il y a beaucoup moins d'inertie forcément par définition, un sens de la responsabilité de plus en plus de chefs d'entreprise. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop négatif. Et ce qui me frappe justement, c'est le retard du politique par rapport aux entreprises ou par rapport même aux populations civiles sur bien des domaines. Vous citiez l'exemple du glyphosate, mais en Afrique, il y a plein d'exemples où on voit que les populations sont largement en avance dans un certain nombre de secteurs sur leurs décideurs politiques. Donc je pense que ça, c'est une piste aussi qui permet de se réjouir ou d'être un peu confiant en tout cas, ou moins pessimiste. Encore de là, je pense qu'à la tête d'un mouvement qui s'appelle Entrepreneurs du Monde, vous n'avez pas de doute sur le fait que les entreprises ont un rôle à jouer.
Oui, évidemment. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, donc j'ai pas de problème avec l'entreprise. Et on en a besoin quand il s'agit de fournir des produits liés à l'accès à l'énergie qu'on peut ne pas trouver dans les pays où nous travaillons. Après, on a un devoir de les convaincre de produire le plus localement possible, de recycler. Oui. Il ne s'agit pas de distribuer des lampes solaires, mais il faut s'occuper du problème de récupérer les batteries une fois que la lampe est fichue ou la batterie usée. Et donc notre devoir... C'est pas juste une action one-shot, c'est notre devoir est d'être continuable. le poil à gratter quotidien pour avoir des comportements plus responsables et qui aillent vers de plus en plus de production locale ou d'assemblage local à minima. Ardavant, Amir Aslani, il y a une puissance qui est en train de monter très fort dans le monde entier et dont on n'a pas encore parlé, une puissance qui aide probablement à la conversion sur tous ces sujets, ou en tout cas qui peut être un acteur important d'une forme de construction d'une gouvernance mondiale, ce sont les réseaux sociaux. Est-ce que ces réseaux sociaux ont un input positif? Est-ce que l'utilisation un peu dérégulée de ces réseaux sociaux, à la fois de l'anonymat ou de l'engagement, est-ce que tout ça aide à construire un modèle différent, ou est-ce que c'est une menace? Alors, vous êtes un grand journaliste, donc je suis un fervent partisan de la presse écrite, déjà, qui me paraît plus crédible. Merci. Déjà pour vous. Si vous voulez, globalement, je pense que la confusion que nous sommes en train de faire, c'est qu'il y a une confusion entre le progrès technologique et le progrès de la conscience humaine. L'un ne va pas sans l'autre, et l'un peut aller sans l'autre également. Il y a aujourd'hui l'explosion de l'Internet. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'information n'était aussi aisément disponible pour la population mondiale qu'aujourd'hui. Sauf que cette disponibilité entraîne également une baisse de qualité et également permet à certaines puissances d'abuser de cette absence de gouvernance mondiale, justement, afin de transformer ces réseaux sociaux en un outil pour la propagation des intérêts particuliers des uns et des autres. Propagande. Propagande. On le voit. Regardez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où on considère que l'élection du président américain a pu être rendue possible grâce à l'intervention d'une puissance étrangère. C'est-à-dire la capacité de manipulation de populations à travers des notions qu'on ne connaissait même pas il y a un an. Le mot fake news ou des faits alternatifs, qu'on entend, n'était pas là il y a un an. Ce qui prouve à quel point aujourd'hui la rapidité de disponibilité des informations et puis l'absence de recul, parce qu'il y a ce besoin immédiat de consommation sans réflexion dans le temps, fait qu'on est tous devenus des sujets aisément manipulables. Facteur de progrès incontestablement, mais facteur également... De mobilisation sur des causes, par exemple. Ça, c'est l'autre problème qui peut aller dans un sens ou dans un autre. Absolument. On peut être mobilisé sur la pensée rétrograde, revancharde, terroriste de l'islamisme de Daesh, le wahhabisme, comme on peut être mobilisé en faveur de l'environnement, de la solidarité ou de tel événement abominable qui a lieu de tel endroit ou tel endroit. Donc, c'est comme l'instrument qui serait une arme. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les hommes. Donc, l'usage qu'on est capable qui sont dangereux. de faire des réseaux sociaux déterminera l'issue qui en découlera. Charlotte Libog, vous utilisez, j'imagine, les réseaux sociaux pour propager vos idées? Tout à fait, je suis ingénieure en e-business à la base, donc oui, bien entendu, le digital aujourd'hui a pris une place incontournable dans les divers enjeux, et je me réjouis de voir justement aussi bien donc, en Occident qu'en Afrique, donc cette nouvelle génération donc, de leaders, d'entrepreneurs, de visionnaires donc, qui aspirent à changer le monde. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment terminer sur cette note optimiste. Donc, on est face à une société aujourd'hui qui, face à une réalité claire, hein, donc cette gouvernance mondiale sera faite
par les jeunes et pour les jeunes. Elle va se construire justement grâce à l'impact réel de cette nouvelle génération qu'on observe ici et là-bas. Et je peux vous garantir que ce sont des jeunes qui aspirent à plus d'équité, à plus de responsabilité, à plus comment dirais-je, mais vraiment à une création, à plus d'implication, au don de soi dont on a parlé ce matin. Et c'est la raison pour laquelle il faut véritablement donc terminer sur cette note d'espoir d'une nouvelle génération donc de leaders capables de bâtir ce monde meilleur. Il faut y croire et on est en plein. Bon, également grâce aux réseaux sociaux. Une question un peu pessimiste. Oui, bien sûr. Allez-y. À Virginie Resson. On a regardé vos chiffres, on s'est remis en mémoire vos chiffres sur la démographie. Parlons un peu de la gouvernance sur le plan de la démographie. Je ne sais pas si vous avez lu en détail cet appel de 15 000 scientifiques qui avait été publié par une revue scientifique américaine et qui a été repris dans pas mal de médias, y compris en France. Une sorte d'appel à la mobilisation urgente sur le climat. Et à 2 ou 3 reprises dans les indications qui étaient, en tout cas les moyens d'action qui étaient notifiés par ces scientifiques, il y avait l'urgence d'une régulation démographique avec la création, on ne sait pas très bien, d'une autorité qui dirait quel serait le niveau acceptable de reproduction dans telle ou telle zone. C'est pas un peu Dr Folamour, tout ça ? Alors, d'abord, c'est complètement irréaliste, hein, soyons clairs. Ensuite, je ne sais pas comment on va déterminer. Est-ce qu'on choisit d'éliminer tous les plus de 80 ans ? Puisqu'après tout, c'est eux les super. Ou alors, est-ce qu'on prend les Africains, oui, je pense que c'est faisable. Qui font beaucoup d'enfants. Non, je trouve ce genre d'appel un peu fantaisiste, surtout quand on regarde la tendance qui est de fait, on finit la transition démographique. Donc, de toute façon, la population continue de croître, parce que ce qu'on appelle les phénomènes d'inertie démographique, mais elle va croître de moins aussi, peut-être, je ne sais pas, mais croître de moins en moins rapidement. En revanche, donner les moyens, agir sur les déterminants de la fécondité que sont l'éducation, ça c'est absolument essentiel, puisque c'est aussi par l'éducation d'ailleurs qu'on pourra permettre aux femmes de choisir le nombre d'enfants qu'elles ont, qu'on pourra permettre la maîtrise des ressources, qu'on pourra améliorer l'éthique, qu'on pourra améliorer l'esprit critique face aux réseaux sociaux. Ce qu'on voit déjà, hein, le niveau d'éducation montant, on voit très bien que, vous l'avez rappelé sans le lier forcément à l'éducation, mais la fécondité baisse au moment où l'éducation monte. Donc je crois beaucoup plus à un effort porté sur l'éducation pour réguler ce genre de phénomène que simplement une injonction à dire à partir de 2 enfants, maintenant c'est terminé. Vous voulez une gouvernance mondiale sur le plan démographique, Franck Renaudin ? Alors ça m'amuse que vous me posiez la question, vu que je viens d'avoir mon 8e enfant il y a 2 mois, donc je vais... Vous êtes vraiment un délinquant majeur. Exactement, voilà. Absolument irresponsable. Complètement irresponsable, mais j'assume complètement. Voilà, donc du coup, oui, je ne vais pas faire partie de ceux qui disent qu'il faut prendre des moyens coercitifs pour empêcher les gens d'avoir des gamins. Est-ce que, pardon, je vous interromps, c'est pas incroyable de voir des scientifiques probablement d'un très haut niveau qui s'occupent qui sont impliqués dans la protection de l'avenir de la planète et qui disent il faut créer une sorte de règle mondiale où l'on dira là où il faut arrêter, là où il faut croître, là où il faut décroître. Si, ça paraît un petit peu aberrant et on voit bien... Et ça ne vous choque pas que ça n'ait pas provoqué justement une émotion générale ? Si, oui, je pense. Mais ce qui est très très clair, et dans les pays que l'on connaît, où je travaille notamment, c'est que dès qu'il y a accès à l'éducation et un minimum de revenus, eh bien, on voit bien que le nombre d'enfants diminue très très rapidement. Voilà, donc du coup, je crois qu'on n'est pas obligé d'arriver à des systèmes comme cela pour... Virginie Resson. Oui, non, juste une toute petite chose à propos de nourrir toute la planète, etc., et du nombre d'enfants. Parce que ça, c'est un vieux fantasme malthusien qui dure, et puis finalement, on a toujours repoussé plus loin la possibilité, et on a toujours nourri tout le monde. Aujourd'hui, avec la production agricole mondiale actuelle, on ne change rien. Si tout le monde se nourrit comme un Européen, on peut nourrir 3,5 milliards d'habitants, entre 3,5 milliards et 4 milliards d'habitants. Si tout le monde se nourrit comme un Japonais, on nourrit déjà 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire plus que la population mondiale actuelle. Si tout le monde se nourrit Japonais est frugal. Voilà. Et non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas sur une question de quantité, on est sur une question de qualité, comme pour tout le reste.
Ardavant. Non, c'est pour relativiser dire que la notion les de Japonais mangent peu. surpopulation. Non, c'est pour relativiser. Non, pas du tout. Si. Non, c'est en Asie, c'est plus au sud. Non, c'est surtout moins de protéines animales et en particulier de bœuf. On sait qu'aujourd'hui, la production agricole mondiale, la problématique, elle est la production de bœuf. Elle n'est pas une problématique de production agricole. Ardavant, sur ce sujet de la démographie, est-ce qu'on peut imaginer, vous êtes un juriste, est-ce que vous pouvez imaginer un jour un monde dans lequel une espèce d'autorité internationale, morale, juridique, politique pourrait dire voilà comment il faut gérer la démographie? Moi, je pense que c'est très dangereux de vouloir légiférer en matière de la démographie. La Chine en a fait la preuve. Il est interdit jusqu'à il y a peu d'avoir plus d'un enfant, sous peine de sanctions pénales et financières. Ils l'ont changé trop tard. Il y a effectivement un décalage et un entre vieillissement ceux qui accéléré et ceux qui vont bientôt arriver à l'âge de la retraite. Mais le secret de la chose, c'est tout simplement le mot qui a été prononcé par madame, l'éducation. En l'absence d'éducation, il n'y aura aucune forme de contrôle sur quoi que ce soit. Mais c'est important aussi, parce que la démographie également traduit l'espoir des nations dans leur avenir. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, la Russie, c'est très intéressant. La Russie qui, au lendemain, je termine là-dessus, de la perestroïka et l'éclatement de l'Union soviétique, connaissait une population croissante, a vu sa population réduire de 2 à 3% par décennie, pour reprendre maintenant que le facteur identitaire que Poutine incarne est de nouveau à l'actualité, de nouveau devant de la scène. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre entre la loi, le droit et la justice et laisser la démographie faire son travail. Avant de conclure, gardez le micro pour rappeler à tout le monde le titre de votre ouvrage, le dernier en tout cas. Oui. Oui, allez-y. Arabie Saoudite, de l'influence à la décadence. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci. Ardavant Amir Aslani, Charlotte Libog, Franck Renaudin, Virginie Resson, merci pour cette discussion très riche.